Bonjour, chers tous, bienvenue de retour. Pour ceux pour qui c'est la première fois que vous joignez à nous, je suis Ulrike Weissenbacher, je suis psychothérapeute et co-directrice avec Ivo Tiefremann de l'Institut IPRA, un institut de formation professionnelle dans le domaine de la psychothérapie, de la psychologie énergétique clinique. Et nos lives sont là pour vous accompagner dans ce temps de confinement. Et vous pouvez trouver tous les enregistrements de nos lives, mais aussi des capsules vidéo qu'on a enregistrées et des articles sur blog.ipra.com. Alors, bienvenue Yves, Et bon, bienvenue de retour. On s'est dit qu'on voulait aborder aujourd'hui quelque chose qui concerne l'accompagnement des enfants. En fait, ce confinement, on avait déjà abordé de différentes manières le sujet de comment les enfants sont impactés par ce qui se passe autour d'eux, et les enfants et les ados d'ailleurs. Comment toutes ces informations dont on est bombardé tout le temps maintenant ont un impact sur les enfants aussi. Et tu voulais aussi faire un lien avec d'autres situations qui peuvent avoir un impact comme ça, parfois indirect, parfois direct sur les enfants. Comment on peut les accompagner là-dedans. Un exemple était ici, par exemple, les bombes, les actes terroristes qui prennent toute la place dans les médias et qui forcément ont un impact. Mais toi, tu vas parler d'un autre exemple aussi dans ce sens-là. oui, donc ce matin, j'entendais que c'était le 21e anniversaire, juste aujourd'hui, de la toute première série d'agressions au sein des instituts, enfin des écoles plutôt. C'était aux États-Unis, c'était Columbine. Donc il y a eu, si ma mémoire est bonne, 11 morts, plus de 20 à 30 blessés parmi les enfants, le personnel enseignant. Et ça a donné, c'était vraiment un des points de départ de tous ces massacres qui se sont répétés au fur et à mesure des années. Euh, et donc pourquoi je pensais à ça, mais simplement parce que effectivement, indépendamment de l'impact direct chez les enfants, des informations, donc du contexte des médias, hein, donc de la façon dont les parents vont ou pas expliciter, remettre du cadre à ce que les enfants vivent. Si les parents pensent aussi à leur en parler ou pas, parce que parfois on ne mesure pas qu'un trauma, c'est pas toujours quelque chose d'une agression directe, hein, ça peut être une pression indirecte, et donc forcément ce dont on entend parler et le climat généré par tout ça. Donc c'est important pour les parents d'avoir déjà une conscience de ça et qu'ils peuvent réexpliquer, revisiter, redonner des grilles de lecture à leurs enfants, des informations données, leur apprendre l'esprit critique aussi, pas tout gober au premier degré. Et Columbine est hélas un très bon exemple. Je dis hélas parce que il y a d'autres conséquences aussi. C'est que, par exemple, avec le coronavirus, ben, on est confiné. Donc, on peut avoir une tendance naturelle à laisser nos enfants un peu plus libres, indépendamment des cours ou des tentatives de cours à distance qui sont données. Et évidemment, une des tentations les plus grandes, c'est repasser par l'écran. Hein, par exemple, en France, il y a une chaîne, c'est France 4, qui était une chaîne qui était presque condamnée, qui devait être fermée dans les mois à venir, et qu'ils ont retransformée en chaîne où il y a plein de cours qui sont donnés de façon globale. Et donc, du coup, ils pensent qu'ils vont maintenir cette chaîne publique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais ce sera évidemment toujours un écran pour apprendre, apprendre, apprendre. Mais c'est un écran. Et un écran, ça empêche les interactions sociales réelles, ça empêche aussi de mesurer parfois certains types d'apprentissage. Exemple, on a observé que les enfants très jeunes qui passaient plus d'un certain nombre d'heures d'écran par jour, eh bien, on a pu observer qu'en dessous de 1 an, c'était vraiment une catastrophe. Entre 1 an et 3 ans, il y avait vraiment un énorme impact au niveau de la capacité d'apprentissage cognitif et notamment de l'affinement de certains types d'apprentissage. Entre 3 et 5 ou 6, même chose, il y avait toujours un impact. Et au-delà de 6 ans, il fallait encore faire attention. En gros, c'est pas d'écran du tout en dessous de 1 an. Entre
jusqu'à 3, 4, 5 ans, on essaie de limiter un maximum 1 heure par jour, tout écran confondu. Donc, ça va du téléphone à la tablette en passant par la télé. Et au-delà, on essaie de limiter aussi en dessous de 3 heures certainement. On a observé qu'il y a vraiment une augmentation de la perte de capacité d'apprentissage de l'enfant. Alors même si le cerveau est très plastique et qu'on peut récupérer par après, ça fait beaucoup de dégâts. Et notamment, ça provoque toute une série de réactions, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, de l'incapacité à faire des choses fines, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément d'impact. Ça, c'est la première partie. Après, il y a la deuxième partie. Il y a plutôt l'aspect Columbine. Et l'aspect Columbine, c'est des massacres. Alors pourquoi des massacres? Ben, je ne sais pas si vous avez lu ou eu l'opportunité de suivre. Il y a plusieurs jeux vidéo qui défraient un peu la chronique, hein. Il y a, je crois que c'est Minecraft, hein, notamment, qui est un des jeux qui a eu une énorme ampleur chez les enfants. Et plusieurs études ont amené la prise de conscience qu'il y avait vraiment une forme d'addiction. C'est-à-dire que l'enfant rentrait dans ce jeu, dans un univers, et il se retrouvait vraiment pris dans une forme d'addiction. Évidemment, notre cerveau n'est pas mature. Le cerveau d'un enfant n'est pas mature, hein. Au niveau émotionnel, c'est aux alentours de 25 ans, donc il y a une marge de manœuvre. Mais évidemment, lui ne peut pas, il ne va pas se rendre compte de ça. Donc, il va rentrer dans un jeu, c'est amusant, tous ses potes en plus le font. Donc, si je ne joue pas comme les autres, je suis un peu mis à l'écart, j'ai pas le même vocabulaire, j'ai pas les mêmes références. Et donc, évidemment, chez un enfant, c'est important d'appartenir à un groupe, hein, et se sentir reconnu. Et au plus on va avancer vers l'adolescence, au plus cette individuation, cette capacité à se créer son identité, hein, va être importante. Et donc on a observé que certains de ces jeux avaient vraiment des processus addictifs et provoquaient vraiment une sorte d'incapacité de ressortir du jeu. On préférait vivre dans la non-réalité, dans la réalité virtuelle, que dans la réalité quotidienne. Pourquoi? Parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'aller me confronter à un voisin, à un ami, à un pote, que dans le virtuel où je peux répondre et faire, je ne cours pas de danger. Mais dans la vie sociale au quotidien, c'est beaucoup plus dangereux. Et certains de ces jeux vidéo ont d'autres impacts. On a observé qu'effectivement, c'est une recherche qui a été effectuée il y a déjà plus de 10 ans. Il y avait eu un énorme dossier dans Cerveau et Psycho, ou Psycho et Cerveau, je ne sais plus comment ça s'appelle la revue, une revue avec beaucoup d'articles scientifiques. Et donc, il y avait plusieurs études qui avaient été relevées, notamment sur l'impact de ces fameux jeux vidéo par rapport aux enfants. Et par exemple, ils avaient observé, pas uniquement sur les jeux vidéo, mais aussi sur les bandes dessinées, sur les séries télé. Ils avaient pris de l'ordre de 20 000 enfants qu'ils ont suivis entre leurs 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, c'était une vingtaine de milliers d'enfants sur 12 ans. C'est quand même très long. Et ils avaient séparé les enfants qui avaient comme héros des héros qui fumaient et des héros qui ne fumaient pas, non-fumeurs. D'accord? Et ils ont mesuré que vers la fin de l'adolescence, donc les enfants qui avaient suivi des héros qui fumaient étaient 50% de plus consommateurs de cigarettes que ceux qui avaient pris des héros à la base non-fumeurs auxquels les enfants se sont identifiés. C'est un impact évidemment, hein. Donc c'est justement Nona qui nous regarde, qui dit mon ado devient asocial quand il est trop sur les réseaux. Ça confirme tout à fait ce que tu viens de dire. Et aussi, il y a des études qui montrent qu'on est le plus, on a un impact énorme des 5 personnes les plus proches avec lesquelles on passe le plus de temps. Ce sont comme des modèles et on va se conformer à ces modèles. Et c'est comme si on passe énormément de temps sur les réseaux ou sur des films ou des séries, ces personnes deviennent comme des personnes réelles et ce sont alors les 5 personnes qui m'entourent. Et si ces personnes sont, comme tu dis, des héros négatifs ou des modèles pas très constructifs, ça va avoir cet impact-là. Et donc, exactement. Et si on repense, moi, c'est une période de temps que j'ai trouvé détestable, hein, si on repense à toute la période Dorothée, hein, donc il y a une vingtaine d'années d'ici, qu'est-ce que je dis, plus que ça, il y a 30, 35 ans d'ici déjà, 40 ans même parfois.
euh, il y a eu l'importation de tous les mangas japonais avec des dessins animés très très violents, hein, sans explication, des images de sang qui giclent, etc. Les jeux vidéo, évidemment, ont aussi démarré. Et ce qu'on a observé, c'est que effectivement, l'enfant et l'ado, au plus il passait de temps devant l'écran, au moins il avait la capacité de mesurer les, comment dire, les conséquences de ses actes. Donc il n'y avait plus d'association directe entre un acte et ses effets, et les causes et les effets. Et donc par exemple, les actes de violence ont amené cette banalisation de la violence, ce qui a amené ce phénomène de Columbine à l'époque. Aux États-Unis, ils ont vraiment pris conscience que tout ce type de jeu, cette banalisation des armes, de la violence faite par les armes, empêchait l'enfant de mesurer que ben, si je tire et si j'abats quelqu'un, ça fait mal. Donc si je frappe quelqu'un, ça fait mal. Et donc l'enfant a effectivement cette incapacité de mesurer les relations de cause à effet. Donc dans le quotidien, dans la vie réelle, ça va s'impacter parce qu'effectivement, si je donne un coup de poing à quelqu'un, je ne prends pas la mesure que ça va lui faire mal. Je coupe mes liens d'empathie, je coupe mes liens de compassion, je coupe ma capacité à être en lien avec mes émotions parce que je me dissocie complètement. Ce monde virtuel, c'est un monde dissociatif. Je me coupe de mes émotions et je ne peux pas les mesurer, avec des impacts énormes en termes de relais sociaux, etc. Et effectivement, hein, comme notre personne qui assiste à cette conférence voilà, dit, c'est qu'effectivement, si mes enfants passent plus d'un certain nombre d'heures devant un écran, eh bien, ça va travailler sur le système nerveux, qui va créer une montée de stress, d'adrénaline assez forte, sans que l'enfant ait la capacité de comprendre ce qu'il est en train de vivre, avec besoin d'avoir une forme d'exutoire. Alors évidemment, il y a une partie qui va partir dans les jeux de massacre, mais le reste va sortir évidemment dans la vie réelle, une fois qu'on l'a retiré de cette réalité virtuelle. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut compenser ça. Alors comment peut-on compenser ça? Eh bien, par exemple, quand mes enfants font de l'écran, j'exige de leur part, et je fais parfois en même temps qu'eux d'ailleurs, hein, autant d'activités physiques extérieures. Donc, par exemple, ici, ben, j'ai réinstallé un vélo elliptique sur la terrasse, et ben, mes enfants font du vélo elliptique tous les jours, presque une heure de vélo elliptique. Et en fonction de ça, ben, je leur laisse la possibilité d'aller faire autant d'écrans, mais je vérifie que ce qu'ils font au niveau des écrans n'est pas trop violent ou n'est pas violent. Pourquoi? Parce que si je mesure que c'est un impact violent, ben j'ai directement hein, le baromètre qui monte au niveau de l'agressivité ou de la nervosité de l'enfant, et donc ça me permet de voir aussi parfois qu'ils n'ont pas fait un truc qui était innocent, et donc je vais checker, je vais investiguer, dire ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Donc, ce que tu dis, c'est aussi de ne pas laisser seul l'enfant avec ce qu'il fait, accompagner dans le choix, dans en Exactement. parler, en faire quelque chose dans ce sens-là. Donc on peut le faire préventivement. Parfois, évidemment, l'enfant va quand même aller un petit peu chipoter, hein, c'est tentant. Donc on ne va pas passer sa vie à côté d'eux aux écrans. Donc on leur laisse aussi leur bulle d'intimité. Mais si on observe que le comportement de l'enfant évolue vers plus d'agressivité, il faut s'interroger sur ce qu'il a regardé. Et alors à ce moment-là, on peut en parler avec lui. Donc par exemple, il y a quelques mois d'ici, il y a une petite année d'ici, ma fille, qui à l'époque avait 10 ans, à un moment, j'ai senti qu'elle devenait très agressive. Et alors j'ai été observé, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai observé qu'elle était en train de jouer justement à des jeux type Minecraft et qu'elle avait des échanges avec des copains virtuels qui étaient très agressifs. Donc, qui échangeaient des insultes, etc. Donc là, j'ai mis un holà, je lui ai expliqué. Hein, je suis même intervenu auprès un de ses enfants qui était très insultant, donc j'ai recadré hein, et j'ai dit écoutez, voilà, si tu continues ce type comment dire, de communication qui est violente, hein, donc moi je dépose plainte. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est les débuts du harcèlement. Et le harcèlement peut amener ce qu'on a hélas vu en France ou ailleurs, hein, des suicides d'adolescents ou d'enfants, ou même de préadolescents, qui ne supportent plus cette pression sociale, qui vient du virtuel, qui vient des écrans, parce qu'on peut se cacher derrière un écran, c'est facile. Hein, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait même pas si on a affaire à un enfant ou à un adulte d'ailleurs. Hein. On sait aussi qu'il y a des aspects de perversion, hein, de pédophilie, etc. Donc il faut être très prudent. Donc effectivement, accompagner son enfant, même ado, pour vérifier ce qu'il fait et bien lui donner les grilles de lecture et de compréhension de ce monde-là, c'est important.
Mm. Voilà. Maintenant, ce que nous avons aussi entendu déjà dans d'autres lives, c'est que évidemment la situation en France était très différente par rapport à la situation en Belgique. En Belgique, c'est quand même un peu plus libre pour faire des sorties, etc. Mais en France, avec ce confinement très strict, avec des heures très limitées de sortie, les parents disent quand même qu'ils commencent un peu à péter un câble de devoir occuper les enfants en permanence et surtout quand c'est dans un petit appartement sans d'espace vraiment pour tout le monde, etc. Est-ce que tu as des conseils ou des réflexions à donner par rapport à ça? Bon, d'abord, préciser qu'en France, bon, moi je suis en France, hein, je suis à Strasbourg pour le moment, ça va dépendre des régions et des préfectures. Donc chaque préfet a une certaine latitude. Par exemple, à Paris, c'est beaucoup plus confiné où là ils ont des heures de sortie, que ici à Strasbourg, dans le Grand Est, où pourtant il y a quand même aussi une grande crise, mais on a plus d'accès à la nature. Donc par exemple, sauf pendant le week-end de Pâques où les gens ont voulu éviter que les familles fassent de l'immigration interne et changent de quartier ou de région, ben, on peut sortir. Donc, je peux sortir avec mes enfants si j'ai envie, je peux aller me promener avec eux, je peux faire du vélo. Ève vient faire du roller ce matin, par exemple. Elle est partie faire du roller pendant une demi-heure, accompagnée d'un adulte. Donc, on n'est pas aussi confiné, ça va vraiment dépendre de la préfecture. Alors maintenant, bon, c'est clair que si on est dans des circonstances qui sont extrêmes, comme je suis dans un appartement, on est à 5, on a peut-être 40 ou 60 mètres carrés et on doit vivre à 5, ben c'est évident que là, il y a vraiment des règles. Alors, première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord bien comprendre en tant que parent ou en tant qu'adulte que le cerveau de l'enfant n'a pas la capacité de gestion des émotions d'un adulte. Déjà, l'adulte l'aura s'il a fait un travail sur lui. S'il n'a pas fait de travail sur lui, il n'aura déjà pas cette capacité de travailler ses émotions. Donc, il y a une première chose, c'est prendre du recul. C'est OK. Donc, cet enfant, il est en train d'essayer d'exprimer quelque chose, une frustration, une émotion qu'il ne mesure pas. Donc, première chose, c'est de la lui nommer. C'est vraiment appliquer une forme de CNV, hein, communication non violente. C'est repérer quelle est l'émotion que je ressens moi et quel est mon besoin. Et qu'est-ce qui fait que ce besoin n'est pas rencontré? Et parce qu'il n'est peut-être pas conscientisé, il n'est pas exprimé, il n'est pas reçu, il n'est pas entendu de l'autre côté. Donc c'est déjà établir une base de compréhension de ce que l'autre vit et de ce que moi-même je vis. Deux, c'est avoir effectivement des outils qui permettent de détendre. Donc par exemple, bon, on a vu au cours de la semaine ou des semaines qui sont passées des routines énergétiques. On a vu, je sais pas moi, le Coucou-Sup, hein, qui permet langue en haut, langue en bas, à l'inspire et à l'expire, qui permet de décharger le système nerveux. On peut faire la terre pour ceux qui connaissent. Je peux le remontrer parce que pas tout le monde aura vu les vidéos. Le Coucou-Sup, c'est vraiment facile. Donc croisez vos chevilles. Et quand vous observez vos chevilles, vous avez tendance à mettre toujours une cheville au-dessus de l'autre. Soit vous avez tendance à mettre votre cheville gauche au-dessus de la cheville droite ou l'inverse. Donc, en fonction de ce que vous avez fait, donc ici, c'est la cheville droite qui est au-dessus de la cheville gauche chez Ouli, eh bien, elle va mettre ses poignets à l'opposé. Donc, elle a mis la cheville droite, donc elle va mettre le poignet gauche au-dessus. D'accord? Donc, moi, évidemment, je suis à l'envers. Donc, voilà. Quand c'est fait, si vous n'avez pas mal, vous remettez paume contre paume. Et si c'est toujours OK pour vous, vous ramenez sur la poitrine. Quand vous avez fait ça, la façon de vérifier si vous avez bien fait, c'est le bras qui est au-dessus doit être la même que la jambe qui est au-dessus. Voilà. Si c'est bien ça, vous êtes dans le bon sens. Si c'est pas ça, eh ben vous recommencez. Vous croisez dans l'autre sens. Langue en haut à l'inspire, donc vous poussez la langue contre votre palais à l'inspire et vous laissez reposer la langue contre les dents du bas à l'expire. En respirant normalement. On ne force pas la respiration. Langue en haut, langue en bas. Et on essaie de faire ça 2-3 minutes. Normalement, vous allez observer, c'est comme une prise terre, ça joue sur la polarisation des cellules, sur notre courant électrique intérieur. Ben, si je fais ça, langue en haut, langue en bas, je vais sentir une détente, un calme. Si je ne sens pas ce calme, ou si j'observe à l'inverse que ça me stresse, ça montre que les deux hémisphères ne collaborent pas correctement. Évidemment, si vous ne sentez rien, ça peut être aussi que vous êtes déjà calme. Si vous êtes vraiment calme, vous ne sentez rien, c'est normal. On ne peut pas faire plus blanc que blanc, quoi que disent les pubs de lessive. Donc, si on est calme, langue en haut à l'inspire, langue en bas à l'expire.
Si vous sentez que ça stresse, c'est que les deux hémisphères ne collaborent pas. Donc, boire de l'eau. Buvez de l'eau. 2, vous allez faire des exercices de correction. Et correction, c'est ceci. Je me mets debout, je vais faire homolatéral, même côté, jambe gauche, jambe droit, genou droit. Et je fais ça 1 minute. Donc, c'est vraiment tac, 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 tac. Le but, c'est de bien dépluguer les deux hémisphères. Hein, c'est pour les désharmoniser complètement. En gros, ils sont en partie désharmonisés. Ben là, on enlève tout. Et après, on va tout remettre. Donc, c'est un peu comme quand je fais une installation. Vous pouvez aller voir, on a fait ça avec Céline, dans la vidéo avec Céline. Ah ben voilà. Après, on croise pendant 1 minute. Donc, ça, c'est Kokuksop. Kokuksop, le but, c'est vraiment décharger le trop-plein de nervosité, d'anxiété, d'angoisse, de stress. En gros, cette pression nerveuse que l'on a. Et on vide. Premier exercice. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est, en fonction de la capacité de l'enfant et de son âge, il y a plein de méditations, il y a plein de vidéos. Vous pouvez faire, on a eu un article sur les enfants écrit par Lise Bourrousse il y a quelques jours. Hein, il y avait des vidéos aussi qui étaient données pour des enfants. Ça va de la méditation de la grenouille, qui est une des plus connues, mais il y en a plein d'autres. Si vous avez des enfants qui sont vraiment très stress, vous avez la capacité aussi d'utiliser une vidéo. Vous tapez sur YouTube et vous tapez EMDR balloon ou ballon EMDR. Vous avez une vidéo avec un ballon qui va passer de gauche à droite, de droite à gauche, en diagonale, faire un carré, etc. Vous pouvez le faire. Attention, ça, vous devez vraiment être à côté de l'enfant. Je vous conseille, si vous le faites, d'en même temps stimuler gauche-droite au niveau des épaules. Vous pouvez le faire ici au niveau de la jointure de l'épaule avec le torse. Hein, on est sur des points poumons. Hein, vous allez simplement stimuler gauche-droite doucement, donc beaucoup plus doux que fait. Vous lit vraiment doucement, gauche, droite. Pardon. Pour détendre. Voilà, mais pour détendre. Pourquoi? Parce que la stimulation visuelle peut faire remonter les émotions, même si après ça va décharger. Donc si on veut être tout doux, on fait doucement. La vidéo est rapide, donc on ne sait pas la ralentir. Donc c'est peut-être le seul défaut de cette vidéo. Donc on fait doucement. Si vous n'utilisez pas la vidéo, vous faites simplement gauche, droite, lentement. Un autre exercice qui est très intéressant à faire, qui ramène plus vers aussi une connexion au corps, surtout si les gens ou si les enfants ont fait beaucoup de vidéos, ramener dans le corps, c'est important. On peut évidemment masser des points, masser la plante des pieds, faire de la réflexologie plantaire, on peut vraiment aller masser les mains aussi. Mais il y a aussi un exercice qu'on appelle un travail sur le triple réchauffeur. Triple réchauffeur, c'est vraiment fight, flight, freeze, c'est vraiment le réflexe de survie. Et donc, comment va-t-on faire? Ça vient de la médecine énergétique. Je me mets sur le côté, comme ça vous allez voir, on fait ça avec les deux mains. Hein, donc, on va partir ici des tempes, et on va faire comme, ça s'appelle le grand serpent, on va faire comme un S. Attends, il faut que je passe devant l'écran, parce que je suis à l'envers. Donc, il faut que je fasse comme ça, comme un S. Je vais faire vraiment comme un S. Attends, je suis de nouveau pas du bon côté. Attends, voilà, je vais faire comme ça. Donc, je vais vraiment faire comme un S, mais je pars de mes tempes, et je vais descendre comme ceci. Là, je garde les paumes ouvertes et je lisse comme ceci en descendant vers la base de la nuque. Donc, je termine ici. Et c'est avec les paumes que je frotte. Donc, si je fais comme ça devant, vous allez voir, je prends ici. C'est comme si je lissais mes cheveux. Hein, bon, pour ceux qui en ont encore. Donc, vous lissez et puis vous glissez tout doucement vers l'arrière du crâne jusqu'à la base du crâne, hein, vraiment là où vous touchez les épaules. Et vous faites ça tout doucement. Essayez maintenant, vous allez voir. Hein, vous faites ça 2-3 fois d'affilée, avec une légère pression qui est faite par les paumes et par le tranchant de la main. Et vous allez observer que ça détend très, 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 très fort. Vraiment. Donc ça, c'est un exercice, voilà. Si vous lâchez, vous sentez maintenant comme s'il y avait un très, très grand calme qui apparaît. C'est un exercice qui permet de détendre assez rapidement, surtout chez les enfants, s'ils ont pris trop de stress. Donc, Kukuksop va permettre d'évacuer, ceci va permettre de calmer. Donc, on a une action qui se combine très, très bien. Évidemment, le tapping reste valable. Reconnaître ce que l'enfant vit, le lui nommer tout en tapotant reste valable, c'est même le plus efficace. Mais on peut en même temps voilà, stimuler ici, hein, cette zone-ci, pour vraiment calmer. Ce que je voulais expliquer aussi tout à l'heure avec le Kukuksop, c'est que si les gens ont des problèmes d'épaule, de bras, de mains, de coudes, d'articulation, ce qui est important, c'est que vous croisez les chevilles, vous pouvez croiser les poignets comme ça, vous pouvez poser les poignets sur vos cuisses. Ce n'est pas obligatoire de faire tout le mouvement. Évidemment, au plus vous croisez, au mieux c'est. Mais si vous n'avez pas la capacité physique,
c'est pas grave, vous laissez simplement les mains comme ceci, ça sera quand même déjà croisé, c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Donc, donc voilà. Je voulais peut-être revenir un Et petit ah oui, ben non. je, J'aimerais encore. Ah, donc vas-y. je voulais revenir encore sur Columbine, euh, donc sur cette histoire d'attaque dans les écoles. Euh, donc, ces vidéos ont vraiment montré que euh, les écrans ont un énorme impact. Cette étude avait aussi démontré que un enfant, lorsqu'il arrivait à ses 18 ans aux États-Unis, en moyenne, à l'époque, hein, donc je remonte de ça, il y a déjà 10 ans qu'il y a eu cette publication, à l'époque, un enfant, ils avaient mesuré qu'il avait vu de l'ordre de 10 000 meurtres, d'accord, sur ce cursus. Donc évidemment, c'est une banalisation des effets de violence. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps, si vous avez des enfants qui regardent des jeux, qui font des jeux trop violents, de prendre vraiment le temps d'expliquer les impacts, de vérifier l'empathie, la capacité d'empathie, de compréhension de mon monde, mais aussi surtout du monde de l'autre. Et donc, vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez faire vraiment des pratiques aussi par rapport à ça. Donc, par exemple, inviter l'enfant à vous regarder, hein, et vous allez jouer avec vos émotions, avec votre visage. Donc, par exemple, si je fais ça, on va lui demander, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quoi mon émotion? Tu crois que je suis quoi là? Je suis fâché, je suis en colère, je suis triste, je suis... Ah non, je suis surpris. Donc, si je suis en colère, hein, du style... alors, vous pouvez accentuer la mimique, évidemment. Si je suis au contraire joyeux, ou si je suis neutre, still face, et lui demander qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, qu'est-ce que tu sens dans ton corps quand tu vois mon visage qui fait comme ça. Et donc ça va lui permettre de se reconnecter avec ce qu'il vit et de lui redonner des grilles de lecture émotionnelles. Et donc là, on va faire de la psychoéducation émotionnelle, ce qui permet d'aller réparer évidemment, hein, ces outils. Académie.iepra.com. Ah d'accord, académie.ipra.com. Et donc là, il y a un module sur les micro-expressions, comme Lie to Me, hein, le feuilleton qui est passé, où on voit un psy qui repère les émotions, les gens qui mentent, etc. C'est un peu comme un mentaliste, hein. Et donc ben là, vous avez par exemple un module, c'est un petit module qui permet d'avoir les bases pour repérer ça, si vous-même vous êtes en difficulté en tant qu'adulte. Mais sinon, pour les enfants, c'est vraiment jouer. On va jouer avec lui, on va faire ça, par exemple. Ou, Et on va lui demander, OK, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce que tu penses que je pense? Qu'est-ce que tu penses que je pense? Et donc, on va recréer du lien. Et ça permet d'aller effectivement avoir, comment dire, avoir un travail assez efficace pour permettre à l'enfant aussi de s'approprier ses propres émotions. Hmm. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en tant que parent, en tant qu'accompagnant ou thérapeute, ou en tant qu'enseignant aussi. On peut vraiment aider les enfants à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à mettre des mots aussi, et à exprimer ce qu'ils vivent, et exprimer autrement que seulement par l'action, surtout la colère, par exemple. Tout à fait. J'ai encore une question que je voulais te transmettre, ou un commentaire. Kat Pezzo qui nous dit: les jeunes sortent et voient leurs amis, leurs copines et vivent une semaine sur deux les uns chez les autres. Et donc, il y a une question aussi là-dedans: comment cadrer ou comment gérer ces relations, surtout chez les plus adultes déjà, comment, où mettre les limites, comment faire avec ces règles du confinement. Alors, donc, bon, donc, là, il y a plusieurs questions, parce que si c'est pendant le confinement ou en dehors du confinement. Si c'est pendant le confinement, ça va vraiment... C'est par rapport au confinement. Donc là, ça va vraiment dépendre de la préfecture dont dépendent les personnes et de ce que le préfet de police aura annoncé comme possibilité ou non de rencontre ou de déplacement. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, même en dehors du confinement, si vous avez des ados ou des jeunes adultes qui commencent à aller chez les uns chez les autres, ben, son endroit de vie, là où il est domicilié, ça reste son endroit officiel. Ça veut dire que s'il est bien chez ses parents, normalement, les parents vont devoir poser un cadre de vie et c'est eux qui vont devoir se positionner et dire, ben voilà,
moi j'estime que au repas de famille, j'ai envie que vous soyez à table, donc je vais remettre un cadre en disant voilà, c'est pas pour vous brimer dans votre liberté, mais c'est simplement parce que moi, c'est important qu'on ait des échanges et qu'on puisse se voir. C'est pas juste un hôtel où vous êtes abrité, nourri, chauffé, logis, blanchi, mais où vous avez tous les droits et aucun devoir. Donc, il y a un équilibre à trouver. Évidemment, c'est pas non plus une dictature et euh, c'est pas non plus le Neverland de Peter Pan où les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, il faut vraiment imaginer qu'il y a un cadre à trouver. Donc, ça peut se discuter en fonction de l'âge de l'enfant. On va discuter en fonction de ses besoins et de nos besoins, nous, d'adultes. Ça va le préparer à ce qu'il va devoir gérer toute sa vie. C'est les relations intra-humaines. Si les parents, ou là où il va, ont un environnement complètement différent, eh bien, c'est peut-être à nous d'appeler les parents de ces jeunes adultes ou de ces vieux ados, d'aller vérifier, d'aller en discuter avec eux en disant, écoutez, voilà, nous, c'est important ceci et cela, est-ce que c'est OK pour vous de trouver un équilibre? Donc, et là, à nouveau, ben, ça va nous permettre de développer une communication entre adultes pour comprendre que ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de l'enfant, c'est son bien-être physique, mais aussi psychique. Le bien-être psychique est tout aussi important que le bien-être physique. C'est pas juste un hôtel et donner à manger. C'est aussi vérifier comment ça se passe dans la vie intérieure. Au plus l'enfant aura été élevé avec une compréhension de son monde intérieur, au plus il sera un adulte épanoui. Ouais. Et donc, ce que tu viens, parce que Kat nous précise qu'elle voulait dire le risque est le coronavirus et les jeunes ne s'en rendent pas compte. Mais ce que tu viens de dire, je crois, ça s'applique aussi pour cela, parce que nous restons les adultes, les parents, et il faut vraiment en parler et leur expliquer ce qu'ils risquent et comment ils mettent aussi d'autres personnes en risque. Par exemple, les grands-parents avec qui ils auront un contact quand même, ou les familles des autres amis, etc. Oui, je pense que c'est important d'expliquer, hein. Ils le disent très bien. Une personne infectée, même passive, peut infecter trois personnes en moyenne, qui eux-mêmes vont infecter trois personnes, trois personnes, trois personnes. Si on voit une imbécilité sans nom, je vais tapoter, de Trump, qui est en train d'appeler sa population à désobéir, soi-disant civiquement, aux gouverneurs des États qui demandent qu'ils restent confinés, comme par hasard les États où évidemment il y a eu le plus de problèmes. Je veux dire, pour moi, c'est un acte criminel. C'est quelqu'un qui est complètement irresponsable et criminel, parce qu'il met en danger les autres. Lui, il s'en fiche, hein, il est dans sa Maison Blanche, je veux dire, il va être relativement en sécurité. Mais les autres, pas du tout. Donc, je veux dire, c'est clair que ben, on peut apprendre aux enfants à se responsabiliser, à réfléchir et à gérer leur frustration. C'est-à-dire que, ben oui, je peux comprendre, mon chéri, hein, que tu sois frustré de ne pas pouvoir aller chez ton copain, ta copine, mais regarde, pour le moment, c'est encore trop dangereux. Tu prends un risque non seulement pour toi, mais pour lui, et pour sa famille, et pour notre famille. Donc, oui, exactement. Kat rajoute à ça, c'est exactement ça. Et les autres parents, parfois, ils capitulent. Donc là, c'est de nouveau vraiment la responsabilité à nous de voilà. dire aussi, bon, si les autres ne prennent pas les précautions, je dois parler à mes jeunes et leur expliquer que chez nous, c'est différent et c'est dans leur intérêt. Kat, ouais, merci pour ces clarifications aussi. Et donc, nous arrivons à la fin de notre live. Merci beaucoup. Les réactions nous ont montré que c'était très intéressant et ils ont beaucoup apprécié ce partage. Et comme j'ai dit au début, vous trouvez tous nos lives et des ressources, des protocoles de tapotement, des articles comme celui de Lise ou de Mietislava, des articles de Yves, de moi, d'autres auteurs sur blog.ipra.com. Et vous trouvez aussi des enregistrements d'auto-hypnose ou d'introduction à l'EFT, etc. sur académie.ipra.com. Et alors, vous pouvez continuer à nous suivre. Évidemment, nous aurons d'autres invités. Je me réjouis de vous retrouver. Et merci Yves. Avec plaisir. Bisous. Au revoir.